Frédéric Ancel, bonjour Boker Tov. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita parce qu'il faut bien commenter, essayer de mieux comprendre en fait l'impact de la décision prise par le président américain de reconnaître la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan. C'était une décision qui est intervenue, qui n'a pas vraiment surpris, mais on s'y attendait. Mais tout de même, c'est une décision importante qui peut s'inscrire dans la lignée des décisions prises par Donald Trump depuis 2 ans avec la reconnaissance de Jérusalem, l'arrêt le gel et le gel de l'accord de Vienne. Et donc, cette décision, quel peut être son impact et qu'est-ce qui va changer à partir d'aujourd'hui sur le plateau de Golan ou dans la région? Sur le plateau, rien, parce que je n'imagine pas des investissements américains, économiques notamment, intervenir parce qu'il y a reconnaissance de souveraineté par le président. Ça aurait pu d'ailleurs, mais il se trouve que c'est pas une région dévolue, comme vous le savez bien, à une industrialisation massive, forcenée. C'est pas, on n'est pas à Hong Kong ou à Singapour. Donc, si vous voulez, concrètement sur le terrain, ça ne change rien. Ensuite, sur le plan diplomatique, ça ne change pas grand-chose non plus. Pourquoi ? Parce que l'effectivité des rapports de force est telle depuis 1967, et notamment depuis les années 80 et 90, qui ont suivi l'annexion et le renforcement de la souveraineté israélienne sur le plateau. On a, si vous voulez, cette effectivité est évidente pour tous et pour tout le monde. C'est vrai pour les Américains, les Russes, les Iraniens, les Turcs, les Syriens, bien évidemment, pour tout le monde. Et puis j'ajoute un dernier point, c'est que la guerre civile et la guerre en Syrie, qui ont rendu ce pays parfaitement exsangue, même plus totalement souverain face à l'Iran et à la Russie, et sachant que ce pays est gouverné par un criminel de guerre et vraisemblablement un criminel contre l'humanité, si vous voulez, ne porte pas à débat en quelque sorte. Personne au monde, pratiquement, ne va vous dire, mais enfin tout de même, la Syrie avant 67 disposait de cette terre dont elle faisait énormément de choses qui étaient précieuses économiquement pour elle, et Assad du mérite parce que c'est quelqu'un de bien. Bon, personne ne vous dira ça. Alors évidemment, alors il y a une logique donc dans le comportement de Donald Trump, il y a une logique qui est de dire aujourd'hui, après ce qui s'est passé en Syrie pendant les 6 dernières années, les 6-7 dernières années, eh bien, à partir du moment où on redistribue les cartes, eh bien, la carte d'Israël, elle est à jouer sur le plateau du Golan? Alors, je vous dirais que ça s'inscrit dans un cadre beaucoup plus large. Vous avez très bien rappelé tout à l'heure dans votre présentation, Trump qui rompt l'accord du 14 juillet 2015 sur le nucléaire avec l'Iran, Trump qui reconnaît qui transfère l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, Trump qui tente de rabibocher, de rapprocher l'Arabie Saoudite et Israël. Bon, on est là dans un schéma qui dépasse très largement le modeste plateau du Golan et qui dépasse même d'ailleurs l'État d'Israël. On est dans un schéma de lutte d'antagonisme de l'axe, qu'on va qualifier d'israélo-arabo-sunnite face à l'axe irano-chiito-russe. Bon, vous m'avez compris. Et donc, de ce point de vue-là, tous les gestes que Trump peut faire pour renforcer l'alliance, non seulement d'ailleurs avec Israël, mais avec ses autres alliés, je pense à l'Égypte, je pense à l'Arabie Saoudite, peut-être même les Émirats, le Maroc, etc., eh ben, il les fait, ces gestes. Sachant, dernier point entre parenthèses et entre nous, que ça ne lui coûte rien. Ça ne coûte strictement rien du tout. Autant le maintien de l'accord de paix de Camp David, qui a 40 ans, presque jour pour jour, coûte aux contribuables américains très cher chaque année, autant la reconnaissance de la souveraineté israélienne sur ce qui existe déjà en tant que souveraineté, franchement, pour Trump, ça ne coûte absolument rien. Mais est-ce que c'est une manière pour lui de maintenir une forme de présence à travers cette reconnaissance, de montrer qu'il est présent toujours malgré sa décision de retirer les forces militaires américaines du nord de la Syrie? Est-ce que c'est une manière pour lui de venir donner un coup de main à son ami Benyamin Netanyahou à 2 semaines des élections? Comment vous l'expliquez cette décision? Principalement maintenant, alors qu'il faut rappeler que, Frédéric Ancel, il faut rappeler qu'il y a quelques jours, Lindsey Graham, l'un des sénateurs républicains les plus influents, était sur le plateau du Golan. Il avait déjà parlé d'une initiative au sein du Congrès américain en faveur d'une reconnaissance de la souveraineté. Comment vous expliquez dans ce contexte-là? Alors, pour vous répondre, non à la première question, oui à la deuxième. C'est-à-dire que je pense que les Américains, enfin Trump en particulier, ne cherchent pas avec cette reconnaissance
à rester en quelque sorte au Proche-Orient. Je pense que très concrètement, Trump resterait infiniment plus en laissant 200 hommes au nord de la Syrie. 2000 n'est pas nécessaire, 200 cela suffit en réalité en termes de présence et de crédibilité, plutôt qu'une reconnaissance qui, encore une fois, n'a strictement aucune effectivité sur le terrain. En revanche, oui à votre deuxième question, c'est-à-dire que je pense qu'il s'agit d'un geste supplémentaire au candidat Netanyahou, ça c'est sûr. Manifestement, les deux hommes s'entendent bien, et Trump considère que Netanyahou, finalement, est l'allié le plus inconditionnel des États-Unis et de sa propre politique et du Parti républicain. Et qu'aucun autre candidat en Israël, ce qui est parfaitement exact, ne connaît aussi bien la vie politique américaine, ne connaît aussi bien le Parti républicain. D'où Graham sur le plateau il y a déjà quelques jours. Donc là-dessus, je pense que vous avez raison. Après, on verra bien si Trump, finalement, aura bien fait politiquement ou pas. Mais là, oui, en matière de politique intérieure israélienne, je pense que Trump a accepté avec entrain ce cadeau offert à Netanyahou. Alors, on a vu que les Russes rejetaient la décision du président américain. On a vu, bien entendu, que la Ligue arabe l'a rejeté également. Mais c'est-à-dire, pour parler des Russes en particulier, en quoi ça les dérange finalement qu'il y ait une reconnaissance de la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan, dans la mesure où, justement, quelque part, eh bien, les Israéliens sont en étroite collaboration avec les Russes pour faire en sorte que, justement, il n'y ait pas d'influence, de surinfluence iranienne au bord de la frontière israélo-syrienne sur le plateau du Golan. Pourquoi ça les dérange ? Non, ça les dérange pas. On est là sur une déclaration purement factuelle, sur une incantation purement déclamatoire. Enfin, ça n'a absolument aucun de. La Syrie est quand même un peu l'allié militaire de la Russie. Ça ne vous aura pas échappé. Oui, bien sûr. Bon, ok. Et attendez, et la Syrie a été l'allié militaire de feu l'URSS depuis 1953. Bon, en droit international, le plateau du Golan appartient à la Syrie et en tout cas, il a appartenu de son indépendance de 45 à 67. Si vous voulez, la Russie, qui a tenu à bout de bras, qui a sauvé son allié militaire, ne va pas considérer que finalement c'est anodin. Maintenant, la Ligue arabe, vous avez raison, sauf que la Ligue arabe ne représente plus grand-chose au regard de l'effondrement du monde arabe depuis le printemps du même nom. 2. Et enfin, 3, les critiques, si vous voulez, des différents États, et notamment des États arabes, étaient extrêmement pondérées. Et regardez à quel point ça renvoie à la pondération de ces mêmes critiques arabes lors de la reconnaissance autrement plus symbolique, forte, solennelle et importante de Jérusalem comme le capitale, enfin, vous voyez, de la part des Américains. Donc on est sur, encore une fois, je pense que ce qui prédomine aujourd'hui dans la région, c'est vraiment les deux axes antagonistes, avec, vous avez raison de le souligner, une particularité, c'est que Netanyahou et Poutine s'entendent bien, Israël et la Russie se sont toujours entendus depuis le début de la guerre en Syrie pour qu'il n'y ait pas d'escalade, alors, évidemment pas entre les deux aviations, ça c'est sûr, mais qu'il n'y ait même pas d'escalade du point de vue des bases militaires iraniennes qui tentaient de s'installer en Syrie, qui finalement ne s'installent pas en Syrie. Là non plus, ça ne vous a pas échappé. Alors finalement, donc, ce qui s'est passé jeudi dernier, c'est en fait une sorte d'officialisation d'une situation qui existait et qui était censée perdurer d'une manière ou d'une autre. Parce que, quelque part, après les tentatives, et on se souvient, Frédéric Ancel, de ce qui a failli se passer dans l'hiver 99-2000, lorsque Ehud Barak a négocié avec les Syriens et que Hafez el-Assad aspirait à tremper ses pieds dans le lac de Tibériade, donc un retrait israélien, y compris enfin du bord du lac de Tibériade. Ce genre de cas de figure, c'est inimaginable aujourd'hui ? Je pense que c'est parfaitement inimaginable et on se connaît depuis longtemps, cher Daniel. Vous savez que depuis que je travaille sur le Proche-Orient et notamment sur le Golan, avec un ouvrage publié en 90. Voilà, c'est ça, il faut. Bon, eh bien, depuis le début des années 90, j'ai toujours affirmé, je me suis trompé sur d'autres dossiers, et je le dis humblement, mais sur le Golan, j'ai toujours considéré que jamais les Israéliens, quel que soit d'ailleurs le gouvernement, la coalition et bien évidemment l'opinion publique, n'accepteraient tout ou partie d'une cession de ce plateau. Et je vous dirais qu'en 2000, ce qui s'est passé est intéressant, en 99 et 2000, avec ces négociations, Barak était allé relativement loin dans les propositions. Assad, père, les avait totalement rejetés, puisque pour la Syrie, j'ai toujours considéré qu'il était plus important de ne pas avoir le Golan que de l'avoir, de manière à tendre le ressort des énergies nationales et à pointer le doigt sur cette espèce d'ennemi, enfin sur l'ennemi extérieur, sur cette espèce de ligne bleue des Vosges, en quelque sorte, vous voyez, ce qui d'ailleurs, entre parenthèses, n'a pas suffi pour Assad à éviter la guerre civile dans son pays. Et par ailleurs, du côté israélien, mais je parle sous votre contrôle, jamais, même à l'époque d'Ehud Barak et du tandem Rabin-Peres en 94-95,
jamais il y a eu une majorité en Israël pour faire des concessions sur le plateau du Golan. Donc je pense qu'effectivement, je vous rejoins, Trump, sachant tout ça, en quelque sorte à valider l'inéluctabilité. C'est ça en fait, et des rapports de force, dont je répète, qui sont implacablement en faveur d'Israël sur ce plateau. Eh bien, Frédéric Ancel, oui, c'est le moment de rappeler qu'effectivement, vous avez publié donc dans la fin des années 90 chez Flammarion, oui, donc la géopolitique du plateau du Golan, et que vous êtes un expert de cette région. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ce développement important intervenu après la décision du président américain de reconnaître la souveraineté de l'État d'Israël sur le plateau du Golan. Et bonne journée, bonne continuation. Bonne journée à vous. Shalom, shalom.